Bonsoir et merci de répondre une fois encore présent au grand rendez-vous. Ce soir, 4 plateaux avec un ingénieur agronome, un jeune entrepreneur, un acteur culturel et bien évidemment un expert en neurosciences. Je vous annonce dans un instant les sujets à développer, mais avant, suivons tout d'abord les prévisions météo de demain matin. Vous êtes bien sûr sur le grand rendez-vous. Vous amène, oui, ce programme de ce soir, cette édition vous amène donc comme tous les jeudis au monde agricole. Et il nous disait hier, je voudrais bien parler de Estelle Pazou et de son invité. Il nous disait donc hier que le sorgho perd du terrain au Bénin. Conséquence, la forte demande du marché n'est pas satisfaite. Aspect à aborder sur le grand rendez-vous de ce soir et précisément sur la rubrique Monde agricole. Alors, parlons réseautage ou networking avec l'expert de ce jour. C'est un concept de management collectif qui est en vogue. Alors, comment ça marche en réalité? Réponse avec l'expert sur ce grand rendez-vous. Aujourd'hui, le monde entier pense donc aux personnes atteintes de poliomyélite. Le grand rendez-vous en profite également donc pour parler d'appareillage orthopédique pour l'autonomie des personnes handicapées. On va faire également un retour dans l'enfance ce soir. Nous allons revisiter les jeux d'enfance du Bénin. Vous connaissez bien sûr le Buntu. Quand on parle également de Koko Mandazinkpode, les jeux de chou et tout le reste, là, oui, on va en parler tout à l'heure sur la rubrique culture de ce grand rendez-vous. Le menu, vous le savez déjà, parlant bien sûr des plateaux. Il y aura également le journal à 19h45. Ce sera avec Nadège Sani, déjà en place. Bonsoir Nadège. Bonsoir à vous, Assion Gaba. Alors, la pleine forme ce soir, j'espère. Et quel sera donc le menu de ce 19h45, Nadège? Merci à vous, Assion. Dans cette édition, on va parler des métiers en voie de disparition, comme le métier de l'électronicien. Très peu d'apprenants s'y intéressent aujourd'hui. L'audiovisuel est un métier d'avenir, dit-on. Est-ce également un métier qui offre des opportunités d'emploi? La réponse à toutes ces questions dans ce journal. Et santé avec la polio, le Bénin a éradiqué la pathologie, mais il reste en état de veille. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani. Rendez-vous tout à l'heure à 19h45 minutes. Hein, n'est-ce pas? Allez, on se retrouve. Pour le moment, ce sont les plateaux du grand rendez-vous qui s'ouvrent. Et on commence par le monde agricole. Oui, elle a bien dit, hein, s'il n'y a pas le, donc il y a monde agricole. On dit donc qu'on est
au monde agricole, si vous voulez. D'accord. Allez, on y va. Estelle Pazou, vous allez la retrouver dans un instant, celle qui le disait en off. Alors, je reviens à vous, chers téléspectateurs, pour vous dire qu'hier, elle et son invité, Estelle Pazou, bien évidemment, nous disaient que il y a vraiment que les producteurs ne trouvent plus d'intérêt à produire du sorgho au Bénin. Conséquence, je le disais tout à l'heure, il y a donc la forte demande du marché qui n'est donc pas satisfaite. Nous allons parler donc de la commercialisation du sorgho au Bénin. Et donc, pour illustrer le sujet, nous allons regarder ce reportage signé Estelle Pazou et présenté par Jennifer. Culture céréalière, le sorgho est produit au nord du Bénin. Quand il quitte le champ, il se retrouve sur les étagères dans les différents marchés. Ici, à Dantokwa, plusieurs options d'achat sont offertes à la clientèle. Le prix du sorgho dépend aussi des saisons. Il est abordable en temps de forte production et augmente en temps de soudure. Très consommé après le riz et le maïs, le sorgho contribue à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Bénin. Au-delà de la satisfaction des consommateurs, la vente du sorgho permet aux vendeuses de tirer leur part de profit. En 2014-2015, l'Afrique a consacré 24,9 millions d'hectares au sorgho, soit 56% des superficies mondiales. En 2015-2016, 24,41 millions d'hectares ont été emblavés. Au regard de la taille du marché du sorgho, le relèvement du niveau actuel de cette spéculation s'avère nécessaire au Bénin, à commencer par l'amélioration des systèmes de production et de fourniture de semences pour obtenir de meilleures variétés et l'accélération de l'expansion de nouvelles techniques de culture du sorgho. Chose promise, chose faite. Vous êtes revenu sur ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur Héroun. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois encore et d'être là avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Estelle Pazou. Bonsoir à vous, Assio. Nous sommes au monde agricole, non dans le monde agricole. Oui, nous sommes au monde agricole. La rubrique, c'est monde agricole et non le monde agricole. Non, on est carrément sur le monde agricole. Tout ce que vous voulez, sauf le, en tout cas. J'aime bien quand vous souriez comme ça, Estelle Pazou. Alors, aujourd'hui, il est question donc de parler de la commercialisation du sorgho. Hier, on a parlé de la production et les producteurs béninois, ils trouvent de moins en moins d'intérêt vraiment à produire du sorgho. La demande, elle est forte sur le marché, elle n'est pas satisfaite. Comment faire? C'est vrai, Assume, aujourd'hui on parle de la commercialisation du sorgho et comme vous l'avez dit, la production du sorgho est en perte de vitesse chez nous au Bénin. Voilà. Et il faut qu'avant la commercialisation, il faut pouvoir produire en quantité avant de penser à commercialiser. Et donc pour ça, avant de parler même de comment on peut arriver à commercialiser le sorgho, on va rappeler les techniques culturelles pour améliorer le rendement du sorgho. Monsieur Yerwin. Merci, madame. Pour améliorer les techniques de production du sorgho, tout d'abord, il faut apprendre aux gens, aux paysans, producteurs, à semer en ligne, travailler la terre et incorporer, en retournant la terre, incorporer la matière organique et apporter un minimum de fumier minéral sur cette culture. J'ai dit fumier minéral
parce que le sorgho est une plante qui ne rentabilise pas en tant que telle si vous lui apportez beaucoup de fumier minéral comme le maïs. C'est-à-dire le seuil auquel il répond, c'est juste limité. Donc, il faut savoir lui apporter la fumée minérale qu'il lui faut. Donc, hier, je crois, on disait qu'il lui faut, avec 100 kg de NPK et 50 kg d'urée, saclé 2 fois, et faire le saclo butage. C'est-à-dire le second saclage, c'est fait un butage qu'on fait. Quand vous parlez de butage, c'est quoi exactement? Expliquez aux téléspectateurs. Le butage, c'est avec la campagne, les pluies qui arrivent sur les cultures, la terre a tendance à quitter les racines, le collet de la plante. Okay. Donc le second saclage, au fait, c'est faire en sorte à retourner la terre au niveau de la plante. Il faut couvrir les racines. Voilà, c'est au fait un saclo-butage. D'accord. Et lui permettre de mieux donner à la fin de la récolte. Voilà. Alors, un des défis qui se dresse aujourd'hui pour le sorgho, c'est de réussir la commercialisation. Mais déjà, est-ce que le Bénin arrive à produire? Comment se passe la commercialisation? Ok, le Bénin produit le sorgho, oui. Mais la commercialisation, juste là, ça traîne un peu le pas, comme on le dit, parce qu'au fait, c'est le circuit intérieur qui est au fait le plus important. Les gens préfèrent faire la commercialisation sur nos marchés internes. Au fait, bon, la quantité qu'il faut pour exporter, il n'y en a pas souvent. Et certaines années de forte production, on assiste à une exportation dans la sous-région. Donc, vers les pays de l'Interland, essentiellement le Nigeria, le Niger. Sinon, le reste du temps, c'est les circuits intérieurs, les marchés intérieurs qui consomment. C'est-à-dire quand le sorgho quitte le champ, oui. Il se retrouve sur les étalages des bonnes dames qui, à leur retour, vendent ça aux clients. Aux clients, voilà. Il n'y a pas plus que ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'exportation du sorgho? Pour exporter le sorgho, il faut d'abord intensifier la recherche. Intensifier la recherche. Et là, le point essentiel, c'est arriver à trouver des variétés de sorgho qui concilient la taille de la variété avec la productivité. Okay. Ça là, c'est très important. C'est très important. Donc, il faut axer les recherches sur la productivité. Il faut axer la recherche sur la productivité. Donc, il faut faire ce point-là parce qu'il y a des variétés étrangères qui sont introduites, mais c'est des variétés à cycle court, comme nous l'avions dit hier, et qui ont des panicules compactes. Ça ne fait pas l'affaire. Parce que quand c'est compact, ça abrite toute une faune, toute une entomofaune qui sont là pour causer des dégâts. À l'intérieur, oui, les insectes à l'intérieur. Quand la panicule est compacte, les insectes sont à l'intérieur et détruisent une partie de la récolte. Voilà. Donc ça ne fait pas l'affaire. Donc il faut trouver une variété qui concilie les deux. C'est-à-dire avoir des panicules plus ou moins larges, avec une taille assez intéressante pour le producteur, parce que n'oublions pas, après la récolte, la paille est utilisée à des fins domestiques à la maison. Oui. Et il faut aussi voir les variétés qui ont des panicules plus chargées. Parce que plus chargées, c'est synonyme de bonne productivité. Alors, est-ce qu'il y a une saison pour la commercialisation du sorgho, comme pour le karité, le coton? Le coton, non, parce que le sorgho n'est pas organisé en filière, n'est pas encore organisé en filière. Okay. Et généralement,
nous on finit de récolter vers fin décembre, début janvier de l'année suivante. Et c'est à ce moment-là que les nouvelles récoltes de sorgho arrivent sur le marché. Et voilà. là, ça coûte un peu moins cher. Ça coûte un peu moins cher. Oui. Mais du fait de sa rareté, le sorgho est juste là, vu comme une culture appréciée, mais ça n'abonde pas les marchés comme ça. Donc, on dit les nouvelles récoltes sont telles que le prix chute. Mais ça chute, mais pas autant que le prix du maïs, par exemple. Okay. À l'heure actuelle, là, dont on parle, le sorgho rouge, c'est de l'ordre de 400 francs le kilo. Wow. Oui. 400 francs, 400 francs le kilo. Bon, les autres, la variété blanche ou bien la variété mélange ou bien la variété brune, bon, vous trouvez ces variétés-là à 350 francs le kilo. Le kilo ou bien le tongolo? Le tongolo. Bon, généralement, oui. Le kilo que l'on appelle... Le tongolo, est-ce que ça fait vraiment le kilo? Oui, à quelque chose près. Bon, on identifie au kilo. Sinon, c'est le tongolo, effectivement. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour réussir la commercialisation du sorgho, il faudrait quand même formaliser son exportation. Oui. Alors, selon vous, quelles sont les étapes à franchir aujourd'hui pour formaliser l'exportation, sinon la commercialisation à l'extérieur du sorgho? Bon, pour formaliser cette culture, il faut faire en sorte qu'on l'érige en filière. Bon, et la recherche est toujours au début de tout. Il faut de l'argent pour entreprendre la recherche et il faut être sûr de vendre parce que de nos jours on dit il faut vendre avant de produire. Donc, exactement. Oui. Si le marché est clairement défini, et le marché intérieur et le marché extérieur, donc la recherche est financée, le système est lancé. Est-ce qu'il existe un réseau, genre un réseautage des producteurs de... Non, il n'existe pas un réseau en tant que tel. Les producteurs, chacun, ceux qui s'intéressent à cette culture, la pratique simplement, il n'y a pas encore un réseau. Bon, maintenant, attention, il y avait un réseau de chercheurs dans le temps qui était un ensemble des pays de la sous-région de l'Ouest et Centrafrique qui s'occupent de cette recherche sur le sorgho. Et c'est parrainé à l'époque par le Centre sahélien de l'ICRISAT qui était domicilié à Niamey. Oui, voilà. Donc, avec ce réseau de chercheurs, il y a surtout eu d'échanges de matériel végétal et d'expérience et de formation. Mais de nos jours, bon, évidemment, quand nous on a quitté, on n'a plus... Le projet est fini et puis bon... Bon, ça n'a pas fini en notre temps, ça a continué, mais ce que c'est maintenant, je ne peux pas vous le dire de façon exacte. Et est-ce qu'on ne pourrait pas miser sur la transformation aussi du sorgho? Oui, on peut miser sur la transformation parce qu'il faut diversifier l'utilisation qu'on fait du sorgho. De nos jours, on dit simplement c'est la pâte, c'est la culture, la bouillie et les boissons locales. Chapalo. Donc c'est ça. Mais au sein du réseau, on a vu que presque tout ce que le maïs peut faire, on peut le faire avec le sorgho. Donc on a vu à boulot de sorgho, de combes de sorgho, et de boissons, des sucreries de sorgho, etc. Même la bière, il y a une entreprise qui produit de la bière là, du sorgho. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Sinon, au Nigeria, si le Nigeria est un gros producteur et un gros consommateur de sorgho, c'est qu'ils ont beaucoup de brasseries
qui brassent la bière à base de sorgho. C'est important. Autant d'opportunités qu'on pourrait exploiter à travers le sorgho. Le sorgho, on va peut-être créer le réseau autour du sorgho. Au Bénin aussi, ce serait bien. Puisqu'on veut parler, on veut parler tout à l'heure de réseautage avec l'expert. Il va venir sur le plateau tout à l'heure pour nous dire en réalité ce que c'est que le réseautage. Merci beaucoup à vous, M. Yawenou, d'être venu sur ce plateau. J'espère que la semaine prochaine, on va le retrouver ou très prochainement. On va le laisser se reposer un peu et il reviendra plus tard nous parler de l'arachide. Merci, madame. Ah oui, merci beaucoup. En tout cas, on a constaté tout simplement que c'est vraiment un terreau de connaissances en matière vraiment d'agronomie et d'agriculture. Merci beaucoup à vous. Merci, monsieur. Et à très bientôt. Oui, à très bientôt. On continue avec vous, chers téléspectateurs. Le grand rendez-vous, c'est avec l'expert dans un instant. Parlons à présent réseautage ou networking avec l'expert. Il faut dire déjà que c'est un concept de management qui est en vogue, terreau qui permet en tout cas aux jeunes de pouvoir se mettre ensemble et travailler. Alors, comment ça marche en réalité, le réseautage, le networking? Réponse avec Lino Tokpo, déjà sur ce plateau, serial entrepreneur. Bonsoir Lino. Bonsoir, Sion. Merci d'avoir accepté notre invitation de nous parler du networking. C'est que vous avez eu à initier beaucoup de manifestations, d'événements pour parler du networking aux jeunes Béninois et aux jeunes entrepreneurs surtout. Mais si on doit définir le networking ou le réseautage, comment peut-on le faire en réalité? Le networking, c'est toute opportunité de relations professionnelles comme personnelles qui pourraient aboutir à des résultats soit économiques ou relationnels pour la suite. Soit économiques ou relationnels. En réalité, le réseautage n'est pas seulement destiné au côté professionnel. Nous le faisons tout le temps. Depuis la nuit des temps, le réseautage a tout le temps existé, mais c'est la forme que cela prend en Afrique qui n'est pas souvent productif. Ah, d'accord. Le réseautage, c'est le fait que je connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, ainsi de suite. Ça fait mon réseau. En réalité, c'est du réseautage qu'est né les réseaux sociaux. Facebook en l'occurrence. Et si Facebook est aussi puissant aujourd'hui, aussi riche aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il y avait ce besoin qui était là depuis toujours, que l'homme n'a pas pu valoriser. Donc, le fait que je peux dire, j'ai énormément d'amis, j'ai des millions d'amis, on avait envie de le dire depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, Facebook nous permet même depuis notre chambre de dire, ah ouais, va sur mon compte Facebook, tu peux avoir 2000, 3000, 4000 amis. En griffe, les membres de mon réseau sont des gens qui me connaissent, que je connais, ou que je peux connaître grâce à quelqu'un que je connais. Ah, donc, si je vois bien, si je comprends bien, quand on va sur la page Facebook de Lino Tokpo, par exemple, c'est qu'il a des amis, et vous êtes amis à Lino, vous faites des publications, c'est que les amis de Lino peuvent voir, vos propres amis également peuvent voir, et les amis de vos amis aussi, et tout compte fait, vous êtes au Bénin, et peut-être vous êtes connecté au monde entier, grâce au réseau dans lequel vous êtes allé, le réseau que vous formez avec vos amis en réalité. C'est ce que ça veut dire. Exactement. Mais alors, vous avez dit tout à l'heure que c'est l'aspect que le networking ou le réseautage a pris en Afrique qui ne marche pas. Mais qu'est-ce qui nuit alors au réseautage en Afrique, selon vous? En Afrique ou même en Europe, partout dans le monde, le réseautage en réalité depuis vers les années 1995 vers 2000 a pris désormais un caractère purement professionnel. Avant, on prenait, j'ai mon réseau, je bâtis mon réseau comme un truc automatique. Mais désormais, le réseautage n'est plus un aspect automatique. Le réseautage est devenu professionnel. C'est-à-dire, vous faites attention au réseau que vous bâtissez. Ce n'est plus Axiom. Voilà, je connais Axiom vaguement,
Mais je ne connais pas les centres d'intérêt d'Axiom, je ne connais pas mes centres d'intérêt vis-à-vis d'Axiom, oui. Mais le numéro d'Axiom est dans mon téléphone. C'est là. Je peux dire que Axiom fait partie de mon réseau, mais Axiom ne me sert à grand-chose. Avant de dire que quelqu'un appartient à votre réseau, c'est que vous savez ce que la personne veut, ce que vous pouvez apporter à la personne et ce que la personne peut vous apporter tout de suite, à moyen terme ou à long terme. Vous allez prendre des portables, surtout les Android d'aujourd'hui, vous allez voir 1000, 2000 numéros de téléphone dans le portable. Oui. On n'a jamais appelé un numéro pendant 2 ans, mais le numéro est quand même là. On a oublié même qu'on avait enregistré ce numéro de téléphone, alors que c'est de l'argent, c'est des richesses infinies. Alors, Jean Dijon disait, il n'y a que de richesses que d'hommes. Voilà. Et tout se construit autour de cette petite phrase. Il n'y a de richesses que d'hommes. Vous pouvez vendre sans les hommes, vous pouvez produire sans les hommes, vous pouvez avoir des opportunités sans les hommes, mais tant que vous avez des bons contacts dans votre répertoire, même si on vous envoie dans le désert, vous allez revenir à la maison. C'est ça le fond du networking. Ça ne suffit pas d'enregistrer un numéro dans son portable. Ça ne suffit pas d'avoir 10 000 amis sur Facebook. Mais sur les 10 000 amis que tu as sur Facebook, combien tu connais, combien tu as pu rencontrer une fois, combien sont ceux-là que spontanément tu pourrais dire, voilà, tel ami fait telle chose. Bon, si tu as besoin de jus d'ananas, j'ai au moins 10 amis sur Facebook qui produisent du jus d'ananas, je peux te donner des contacts automatiquement. C'est le caractère professionnel que récemment le réseautage a pris. Sinon, le réseautage existait depuis toujours. Il suffisait juste de connaître quelqu'un ou d'être en mesure d'indiquer quelqu'un pour dire que la personne fait partie de son réseau. Mais aujourd'hui, c'est aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, pour dire que quelqu'un fait partie de mon réseau, c'est que je sais ce qu'il fait, je sais plus ou moins en quoi il sera utile, et au moment opportun, je peux l'échanger contre quelque chose. Là, je quitte ici tout de suite, je vais sur ma page Facebook, je vois les amis qui ne me servent à rien là, puis je les enlève, quoi, et puis je vais chercher d'autres personnes. Mais là, avant de le faire, il y a donc lieu de définir ses objectifs par rapport donc à son réseautage. C'est-à-dire, vous pouvez former un réseau juste parce que vous appartenez à une obédience religieuse, ou vous pouvez trouver des gens qui vont peut-être vous donner des enseignements. Par exemple, vous formez peut-être un autre réseau parce que ça a un lien avec votre profession, avec vos compétences et tout. Donc, des gens qui peuvent vous recommander à des endroits donnés ou des gens avec qui vous pouvez travailler à tout moment. Est-ce que je suis en train d'éclairer aussi, de comprendre exactement la chose? Ouais, plus ou moins, parce que là, le côté qu'il faut relativiser, c'est le début de votre présentation. Il n'est pas question d'aller sur sa page Facebook et d'éliminer des gens. Et il y a un grand danger aussi là. Quand tu vas sur la page, le compte Facebook de certaines personnes, ils ont 50, 60, 100 personnes en attente d'ajout. Et ça fait pour certains, voilà, ils sont importants. Mais excusez-moi le mot, pour moi c'est une bêtise. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de contact inutile. Il n'y en a pas. Même le gaiman, même le voleur, il faut juste savoir le placer dans votre carnet d'adresse, le positionner dans votre rayon. Parce que vous ne savez pas la nuit qui va vous attaquer. Mais écoutez, si par exemple on dit souvent qu'il faut faire attention aux amis aussi sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, parce que si on voit que vous avez de telles fréquentations, vous êtes ami à telle personne, ça peut porter à confusion. Les gens peuvent interpréter ça de différentes manières. Donc il faut faire attention aussi à ça. Ça nous amène sur un autre paramètre. Le premier élément que j'étais en train de préciser, c'est de ne pas très tôt juger les gens qui sont en face de nous. Parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'on aura besoin d'eux. C'est le côté le plus compliqué du relationnel. Aujourd'hui, peut-être vous avez vu un jeune qui est trop jeune pour vous ou qui ne pourrait vous servir à rien aujourd'hui, mais dans 2 jours,
ça peut passer à autre level. Ce qui fait que si vous ne faites pas attention au rejet, ça pourrait se retourner contre vous après. Ça ne veut pas dire que vous devrez tout prendre, mais faites attention tout simplement à ce que vous rejetez. Parce que sûrement que le président Talon a étudié avec certaines personnes, mais je parie que ce n'est pas tous ceux qui l'ont rencontré lors de son cursus scolaire qui seront en mesure aujourd'hui de dire, voilà, avec fierté, nous avons étudié ensemble et je peux l'appeler. Non. Parce que peut-être en ce moment, le président Talon n'avait pas de ressources. Peut-être en ce moment, il n'était pas du niveau, voilà, on ne peut pas le considérer. Donc, faisons attention. Sur ce côté, je voulais que nous comprenions qu'on ne sait pas le futur. Il faut faire attention au contact. Il ne faut pas très vite juger les gens et les éliminer. Deuxième niveau, c'est vrai, ce que vous fréquentez vous définissent. Ce qui a fait de buzz ces derniers jours sur les réseaux sociaux, c'est le mariage de la fille de Dangote. Oui. Bill Gates était là. Bon, Bill Gates était là. Parce que le papa était dans le réseau. De toutes les manières, restons loin des commentaires. Et disons, demandons-nous si la fille du président de Nigeria allait se marier, si Bill Gates serait là. Parce que le réseau rapproché et le cercle d'intérêt de Bill Gates était également autour de Dangote. Et c'est un jeu d'intérêt. Si Bill Gates est là, ce n'est pas juste pour venir prendre du vin et couper de gâteaux. C'est que c'est important qu'ils soient là parce qu'ils sont amis et ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Donc, si je suis émigrant, c'est sûr que j'aurai beaucoup d'amis émigrants. Si je suis journaliste, j'aurai des amis techniciens, des gens qui sont plus ou moins proches de mon métier. Mais si je suis journaliste et que j'ai plus de 50% d'amis émigrants, vous aurez de l'information au Bénin. Vous aurez de l'information. Je ne minimise pas, au fait. Mais voilà. Je me dis, vos contacts, en réalité, votre réseau se construit autour de votre centre d'intérêt. En priorité, de façon automatique d'ailleurs, il n'y a pas de travail extraordinaire pour découvrir. Faites l'essai, rentrez dans votre répertoire, vous êtes journaliste, vous animez beaucoup d'émissions sur l'entrepreneuriat, sur l'employabilité, ainsi de suite. Voyez votre répertoire, vous allez constater de façon automatique que vous avez beaucoup de contacts, des gens qui pourront vous servir comme experts sur votre plateau, des amis journalistes, des amis techniciens, ainsi de suite. De toutes les manières, ça va dépasser 50% de votre répertoire. Ce n'est pas que vous n'aurez que ça, parce que le monde est plus grand que ça. Et quand on vient dans le domaine professionnel, le networking, le niveau que cela prend aujourd'hui, c'est surtout ouvrir plus son réseau afin qu'à tout moment, on puisse l'utiliser aisément pour atteindre des objectifs. Et c'est le travail que nous faisons aujourd'hui autour du networking. Autour du networking. Vraiment, merci beaucoup à vous, Lino Tokpo, pour tous ces détails. On constate qu'aujourd'hui, les jeunes, chacun est, comme le disent les Ivoiriens, chacun est dans son chacun, on est séparés et puis on travaille. On se dit qu'on va pouvoir réussir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous conseillez donc aux jeunes béninois, aux jeunes africains, de concevoir, d'apprendre à travailler ensemble, c'est-à-dire penser à un management collectif en réalité? Bien sûr, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Je suis promoteur du concept GeniUp Networking. Oui. Et c'est la base de notre modèle. C'est faire en sorte que chaque jeune leader puisse appartenir à un réseau aussi puissant que possible. Parce que, quoi qu'on dise, le jeu de réussite aujourd'hui, c'est un jeu de réseau. C'est qui tu connais. Et ça n'a rien à voir avec... C'est qui tu connais en plus de... Qu'est-ce que tu connais, faire. Ça voilà. Ne suffit pas. Qu'est-ce que tu sais faire pour être positionné aujourd'hui? Il faut être en mesure de connaître quelqu'un pour saisir les opportunités. Très bien. Parce que, par exemple, quand nous prenons le monde de l'emploi, où nous sommes en train de faire plus de travail aujourd'hui, le monde de l'emploi,
le monde de l'emploi aujourd'hui, Oui. c'est 80% des opportunités de travail ne sont pas publiées. 80% des opportunités d'emploi restent dans les entreprises. OK. Et c'est soit ceux qui ont envoyé leur dossier de façon spontanée ou ceux qui ont des contacts à l'intérieur qui sont au courant qu'il y a des opportunités d'emploi. Donc, le réseau là aussi est encore important. Et quand nous prenons l'entrepreneuriat, où c'est encore le sommet, il ne suffit pas d'avoir des amis entrepreneurs. Si vous produisez ce que vous faites, oui, allez-y. Il vous faudra envoyer sur un marché, donc vous devrez vendre à des gens. Un nouveau produit n'est pas automatiquement populaire. Et même si vous comptez sur les médias, ça ne pourra pas aller aussi vite que si vous avez un réseau suffisamment dense. Merci beaucoup à vous, Lino Topo. À très, très bientôt. Merci pour d'autres sujets concernant toujours le networking. Je sais que vous êtes créateur du concept GeniUp qui favorise beaucoup plus le networking, le réseautage au Bénin. Merci beaucoup pour tout ça et d'être venu sur ce plateau. Vous restez avec nous puisque dans un instant, nous allons accueillir bien sûr l'équipe de Nature et Bien-être, bien évidemment, pour continuer sur ce grand rendez-vous. Nature et Bien-être, c'est tout de suite. Voilà, avec Nature et Bien-être aujourd'hui, nous faisons un clin d'œil aux personnes handicapées et moteurs, il faut le dire, puisque c'est la journée mondiale de polio. Et donc la rubrique en profite en même temps pour parler d'appareillage orthopédique. Autonomie malgré le handicap, c'est bien possible. Et donc on suit tout d'abord ce reportage signé Heureuse Danondé qui parle d'appareillage orthopédique. La prothèse, l'aide technique indispensable pour l'autonomie physique des personnes vivant avec un handicap. Déjà, j'arrive à marcher sans les béquilles. Ça me permet d'être beaucoup plus autonome qu'avant. Les gens sont plutôt pleins et remplis d'admiration quand ils me voient. L'un des centres de sa fabrication au Bénin, le centre médico-social Sainte-Élisabeth de la Trinité des Sœurs Oblates, petite servante des pauvres de Calavi. Nous sommes ici dans la salle de thermoformage. Donc, quand nous prenons la mesure, nous préparons la pâte que nous appelons acalo évidemment. Nous faisons l'acalo et c'est la forme finie d'acalo préparée dans la forme du pied que nous avons obtenu. Par exemple, ce patient, il a un problème au niveau de la cheville. Il est venu, après la consultation du médecin, il a été envoyé chez nous. Environ une vingtaine de prothèses par mois sont formées et mises à la disposition des ayants droit pour leur appareillage. Le coût de chaque appareil est fixé en fonction du diagnostic effectué sur le malade. Si nous prenons par exemple le cas d'une personne amputée au niveau de la partie crurale, un appareil peut lui coûter 700 000. Celui qui est par exemple amputé au niveau du tibia, la prothèse coûte 200 à 300 000 ou plus, selon le type de prothèse qu'il aurait souhaité, parce qu'il y a des prothèses qui coûtent moins cher, c'est des prothèses CICR, et des prothèses qui coûtent plus cher, c'est des prothèses modulaires. J'ai dépensé un peu plus de 700 000 francs pour me procurer cette prothèse. C'est un peu cher. Il y a des gens qui sont dans le besoin, mais qui ne peuvent pas s'en procurer. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel aux bénévoles qui voudraient bien subventionner ce centre d'appareillage. 200 à 600 000 francs CFA au moins pour se faire une prothèse. Les malades ayant par exemple les 2 membres inférieurs amputés payent alors le montant double, soit environ 400 à 1 500 000 francs CFA renouvelables. Les appareils sont alors fabriqués sur commande car de la matière première au plus petit instrument tel que les vis, toutes les pièces viennent de l'étranger et la prise en charge n'est pas encore gratuite au Bénin. Allez, merci beaucoup à Heureuse Danondé pour ce reportage. On va la retrouver dans la... Parce qu'elle est déjà la même. Hein? Bonsoir Heureuse, comment ça va? La pleine forme ce soir, j'espère. Eh oui, tout va bien. En tout cas, on parle aujourd'hui d'appareillage orthopédique, autonomie malgré le handicap, avec M. Alain Achécho. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités aussi. Heureuse d'annoncer. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la poliomyélite. Bien sûr. Et le lancement même, tout à fait. Ah, bien sûr. Je n'avais pas fait le lien bizarrement. On était de l'autre côté de Tofo pour la couverture, le lancement des activités, des vaccinations et tout. Mais bon, comme vous l'aviez dit, on va parler, on fait un clin d'œil à nos personnes handicapées, même si ce n'est peut-être pas à cause de la polio qu'ils en sont handicapés. Mais on va parler de leur autonomie grâce aux appareils que Monsieur Achecho, voilà. Oui, bien sûr. Achecho, il fait. Déjà, lorsqu'on parle de, toutes mes excuses, de l'appareillage orthopédique pour l'autonomie des personnes handicapées, on se demande bien si c'est réel. Oui, bonjour, monsieur. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame Heureuse, excusez-moi. Et merci, monsieur le journaliste. Bon, au fait, quand on parle de l'appareillage orthopédique, d'abord, on entend par là, c'est un ensemble de moyens techniques de compensation des déficits moteurs. Et pour bien cerner le rôle de l'appareil orthopédique dans l'autonomisation des personnes en situation de handicap, il faut prendre en général le processus de production du handicap. C'est-à-dire, vous partez d'abord des facteurs, d'abord il y a le facteur causal, il y a une cause qui agit sur la personne en situation de handicap, c'est-à-dire les facteurs personnels. Et à ce niveau, il faut voir le système organique de la personne qui est intègre ou bien qui est déficient. Donc il y a la capacité, il y a le facteur, le système organique et puis l'aptitude de la personne à accomplir un acte donné. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'il y a un problème au niveau du système organique de la personne, ça veut dire qu'à ce niveau, l'organe n'est plus intègre et ça agit sur l'aptitude de la personne. Et c'est là que nous agissons. L'appareil orthopédique permet de remédier à cette déficience de l'organe en question. On a des images que la réalisatrice va nous aider à voir pour voir un peu ce dont vous parlez. Voilà, comme elle le montre déjà. Je crois que là, c'est de la fabrication. Oui, là, c'est une orthèse. L'enfant a une déformation. Parce que l'appareil orthopédique, ça prend en compte il y a les orthèses et puis les prothèses. Les orthèses, ce sont les appareils pour corriger une déformation, surtout au niveau des enfants. Donc là, ce n'est pas qu'ils sont... ils n'ont pas un membre. Oui, là, ils ont un membre. Mais il y a un problème au niveau du membre. Voilà. Et l'orthèse vient pour compenser ce déficit qui existe au niveau de la partie. Donc c'est ça. Alors quand on parle de prothèse, ça veut dire que le membre ou bien un segment de membre est absent et on le remplace par un autre dispositif. C'est là on parle de Donc quand c'est pour corriger la forme du membre, ça veut dire que c'est une orthèse. Une orthèse. Voilà, exactement. Ça c'est pour corriger. Peut-être que il y a un enfant qui a des membres, il y a un enfant qui a des cambré. Oui. Voilà. On les appelle souvent les bancales. Voilà. Donc au niveau des enfants, il est question de la correction au niveau des enfants. Mais pour les grandes personnes, là, on vient seulement pour soutenir la fonction organique de défaillance. Et tout cela, tout dépend de la compétence du technicien qui est en train d'exercer. Et puis aussi de la capacité de la personne elle-même, c'est-à-dire parce que lorsqu'on prend l'appareil orthopédique, ça prend en compte plusieurs facteurs. Est-ce que vous voyez? Je vous ai parlé tout à l'heure du processus de production, est-ce que vous voyez, où il faut agir sur le système organique de la personne. Tout ça, il y a les facteurs environnementaux, est-ce que vous voyez? Et qui fait que la personne maintenant peut arriver à accomplir. Alors si on voit à l'écran là, c'est une prothèse. C'est une prothèse. Voilà, c'est une prothèse. Ça, c'est une dame, c'est pour une séquelle de lèpre. Oui. D'accord, ok. Voilà. On va revenir tout à l'heure sur le plateau. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, en tout cas ce genre de prothèse qu'on voit à l'écran. Déjà, Nadège Sani nous attend dans le studio, dans la rédaction de BB24 pour nous présenter le journal puisqu'il est 19h45. On vous retrouve, n'est-ce pas, Nadège Sani? Bien sûr, Assiom, je suis déjà en place. Et bien évidemment en place, il est l'heure du journal. Voilà, donc le journal chez vous, le 19h45.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur la chaîne du développement. L'électronique, voilà une filière qui offre plusieurs débouchés à ceux qui en font un métier. Seulement très peu de jeunes s'y intéressent. Zoom sur ces métiers bien spécifiques dans un instant. Les jeunes sont de plus en plus intéressés par les métiers de l'image et du son, mais les opportunités d'emploi se font rares. Comment arrivent-ils à s'en sortir? Quelques-uns se confient à nous. Et puis, le Bénin a éradiqué la polio depuis 2015. Toutefois, il reste vigilant et en permanence en état de veille. Du téléphone portable au poste radio et téléviseur, en passant par les équipements pour l'automobile et l'aéronautique, l'électronique est partout. Au Bénin, bien qu'il existe des instituts de formation dans ce domaine, très peu d'apprenants s'y intéressent. Notre rédaction vous propose un reportage sur le métier. L'électronique, une option très peu choisie de nos jours par les apprenants. Dépanner les postes téléviseurs et radio n'est pas uniquement le domaine de l'électronicien. Il intervient également dans tous les secteurs du métier. L'électronicien peut intervenir sur tout équipement électronique, sans exception. Nous avons quand je viens au niveau du domaine dans le génie biomédical, nous avons les électroniciens. Dans le génie biomédical, on parle du génie biomédical, c'est les électroniciens qui interviennent le plus. Quand on parle d'échographe, électrocardiogramme, tout équipement au niveau duquel nous avons des composants électroniques, l'électronicien intervient. L'électronicien intervient aujourd'hui dans tous les domaines, tout. Je dis bien tous les domaines, parce que l'électronique et l'informatique a atteint tous les domaines aujourd'hui. L'électronique même aujourd'hui est à la base donc, de l'informatique. Moi je continue de le dire, de le marteler très fort, parce que ce sont les électroniciens qui ont conçu l'ordinateur. L'électronique était le patriarche même de l'informatique, au début. Et on ne peut pas se passer non plus de l'électronique aujourd'hui, parce que même en informatique, on a besoin de maintenir, de faire la maintenance donc, des équipements informatiques et électroniques. Mais des fois électriques aussi. Donc là, on a forcément besoin de l'électronicien. Ces apprenants ont fait un choix qu'ils assument. Raison évoquée, la rareté des apprenants, mais aussi la curiosité. Je vois qu'au Bénin, il manque des électroniciens. C'est pourquoi j'ai eu à prendre cette filière. Moi, j'ai choisi d'être électronicien parce que j'ai remarqué que les filières générales ne donnaient plus. Il y avait tellement de monde là-bas. Il y avait ce qu'on appelle le Goslo là-bas. Ils sont près de 10 000 candidats à composer pour la série D. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai choisi l'électronique. Et j'ai aussi choisi l'électronique parce que c'est une filière d'avenir, en fait. J'ai choisi d'être électronicien parce que j'ai vu dans ce monde actuellement que c'est l'électronique qui est à la base de tout. Parce que actuellement, si vous voyez dans le monde de l'automobile, dans tout, l'ordinateur, tout est électronisé. J'ai choisi d'être électronicien parce que j'aime beaucoup la curiosité scientifique. Il faut être curieux, savoir ce qui est. À côté des cours théoriques qu'ils acquièrent à travers les livres et autres documents spécialisés dans l'électronique, ces apprenants renforcent leurs connaissances avec la manipulation des matériels techniques. C'est à l'atelier que les apprenants font ce que nous appelons la pratique, touchent au matériel électronique et s'habituent au matériel électronique. Parce qu'en tant qu'électroniciens, ils sont appelés à effectuer des mesures sur le terrain, ils sont appelés à faire des dépannages, ils sont appelés à faire de la maintenance. Alors ici, on leur donne le goût, les b.a.-ba de la maintenance. Non seulement ils font des matières pratiques où il y a des exercices de dépannage aussi qu'on essaie. Vers la fin de l'année, on finit vite le programme et on essaie ces exercices-là pour les mettre en forme. Quand vous ne comprenez pas une matière en théorie, en pratique, vous pouvez mieux comprendre. On ne se trompe pas du tout en choisissant la filière électronique. Les drones aujourd'hui, c'est l'automatisme. Vous voyez, donc l'électronique est partout. À l'ère des technologies de l'information et de la communication et du numérique, la valorisation de la filière électronique relève d'une priorité. Ils sont des centaines de jeunes à s'inscrire chaque année pour une formation audiovisuelle. À la fin de la formation, peu arrivent à s'insérer dans une entreprise de presse. Pour comprendre les difficultés liées à cette employabilité, dans l'audiovisuel, une équipe de la rédaction a interrogé des acteurs du milieu. Écoutons. Pour le peu d'expérience que j'ai
j'ai faites avec ces stagiaires que nous recevons viennent des centres de formation qui sont sur la place. Je dirais de certains centres de formation qui sont sur la place. Quand vous les recevez, vous constatez que en réalité, c'est des produits bruts qu'on vous envoie. Ils n'arrivent pas à démarrer sur le plan pratique. Et donc, vous êtes obligé de reprendre tout le travail à zéro avec eux. Il faudrait que les responsables d'établissement puissent expliquer aux apprenants que, en matière d'audiovisuel, on n'est pas obligé d'aller travailler pour quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de vous faire recruter, vous n'êtes pas obligé d'être employé avant de gagner votre vie. Travailler quelque part, c'est non seulement les conditions financières, mais beaucoup plus pour moi. Personnellement, je crois qu'il y a les conditions professionnelles. Et si ces conditions ne sont pas remplies, il y a problème. Non seulement vous n'êtes pas bien payé dans notre presse, mais à côté de ça, il y a vraiment des problèmes au niveau de la gestion humaine, au niveau du cadre professionnel. Les écoles de journalisme au Bénin grandissent en nombre, alors que le nombre de chaînes que la HAC autorise chaque année diminue. Mais les étudiants, tout le monde veut paraître à la télé, et donc il y a ce mal-là qui fait qu'on se retrouve dans le journalisme sans véritablement mesurer les demandes sur le terrain. Et le dernier piège, c'est que le journalisme est un métier qui est ouvert à tous, et on n'a même pas forcément besoin d'avoir fait une école avant de se retrouver dedans. Si bien que ceux qui ont fait l'école se retrouvent en compétition avec des gens qui n'ont pas fait l'école et qui parfois ont des atouts que ceux qui ont fait l'école n'arrivent pas à donner. Et à partir de ce moment, pour s'imposer, il faut être vraiment quelqu'un qui se remet en cause au jour le jour. Il faut se demander ce que les patrons d'organes qui accueillent nos produits font pour les motiver suffisamment à la tâche. Parce que c'est un secret de polichinelle. Au Bénin, ils sont bons à accueillir des jeunes journalistes, mais on ne les met pas en sécurité de travail. La sécurité de travail qui suggérerait qu'on signe un contrat de travail en bonne et due forme, qu'on les déclare à la Caisse nationale de sécurité sociale, pour que ceux-ci se sentent vraiment aguerris et donner le meilleur d'eux-mêmes. En réalité, c'est quoi? C'est la précarité de l'emploi qui fait que quand vous êtes ils font 3 mois dans une chaîne A, 3 mois dans une chaîne B, c'est parce que là aussi, les chaînes ont des moyens limités, comme je le disais, de recruter ces jeunes. Alors que ces jeunes ont des potentialités, ils peuvent aussi travailler pour eux-mêmes. Notamment en mettant l'accent sur les productions locales. Ils peuvent faire des capsules, les vendre soit à des chaînes de télévision ou même aujourd'hui utiliser les chaînes de YouTube pour se faire de l'argent. Depuis 2015, le Bénin est déclaré pays libre de la poliomyélite. Malgré ce taux zéro, les vaccinations continuent chaque année. Dans quel objectif? Mathieu Sokenon, Pegik Bagidi est heureuse d'annoncer pour plus de précisions. Le Bénin est certifié pays libre de la polio depuis 2015. 2 années après sa certification, le pays n'a toujours enregistré aucun nouveau cas de cette maladie invalidante et mortelle dont le mode de propagation reste l'eau, les aliments contaminés et la contagion. Beaucoup plus les enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 15 ans, c'est la cible de prédilection. Rarement les adultes, on n'en a pas décrit des cas. Et c'est une maladie, quand ça commence par la boiterie. Il s'agit d'un enfant qui marchait correctement et qui, à la suite peut-être d'un faux pas ou au cours d'un jeu, n'arrive plus à marcher correctement. On commence le traitement, mais c'est la paralysie qui finit par s'installer et définitivement. Depuis avril 2009, le Bénin n'a plus enregistré de cas de poliovirus autochtone. Bien que le pays soit exempté, la bataille n'est pas gagnée. Dans le monde entier, aujourd'hui, 3 pays sont porteurs ou prédisposant les autres pays autour à l'infestation. Il s'agit de l'Afghanistan, il s'agit du Pakistan et du Nigeria. Nous sommes à côté du Nigeria, ce qui fait que notre risque demeure. Lorsque vous êtes déclaré exempt de la circulation du poliovirus sauvage, vous conduisez encore les campagnes de masse
au moins 2 fois par an pendant encore 5 autres années. Dans le cadre du dispositif mis en place par l'Organisation mondiale de la santé, on ne déclare pas au niveau d'un seul pays l'éradication de la polio. Ça doit se faire au niveau de la région. Cette lutte commune entre États a permis de baisser de plus de 99% le nombre de cas de polio, passant de 350 000 à 37 cas en 2017 dans plus de 125 pays d'endémie. C'est le fruit de l'exécution d'un plan d'action conséquent. Lorsque l'enfant naît, le calendrier qui correspond à la lutte contre la poliomyélite, c'est de lui donner 2 gouttes de ce vaccin dès la naissance. Et quand il a 6 semaines de vie, on lui donne 2 gouttes encore. À 10 semaines, c'est-à-dire 2 mois et demi, on lui donne encore 2 gouttes. Et à 14 semaines, c'est-à-dire 3 mois et demi, on lui donne encore 2 gouttes. Et si nous arrivons à faire normalement les 4 administrations-là, on est sûr qu'on a protégé notre enfant. Dans le cadre maintenant des journées nationale de vaccination contre la polio, on va de 0 à 5 ans. Et vous savez que chaque année, on organise au moins 2 passages. Du côté des personnes déjà atteintes, il faut croire dur comme fer en l'espoir de l'amélioration des conditions de vie. Estimée à 4,2% en 2017, la croissance économique de Madagascar devrait s'accélérer à 5% en 2018. C'est l'une des principales conclusions de la mission effectuée du 14 au 28 mars 2018 par une équipe du Fonds monétaire international. Le FMI prévoit également que l'inflation va reculer progressivement pour s'établir en dessous de 8% d'ici fin 2018 après une augmentation de 9% en 2017 en raison des chocs climatiques. En Arabie Saoudite, les autorités ont lancé un ambitieux programme pour diversifier les sources d'énergie. Il s'agit en réalité d'un projet solaire de 200 milliards de dollars, soit plus de 100 000 milliards de francs CFA, révélé la semaine dernière en partenariat avec un groupe japonais, SoftBank. Reportage. 200 gigawatts d'électricité d'ici 2030, soit 100 fois la capacité des plus grands projets actuels. C'est le protocole d'entente signé le 27 mars à New York par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. S'il était construit sur un seul site, le parc solaire couvrirait 2 fois la superficie de Hong Kong, selon un calcul de Bloomberg News. Lors d'une visite de l'installation baptisée Solar Village, le directeur du laboratoire solaire à l'Institut King Abdulaziz City for Science and Technology d'Arabie Saoudite rassure de la capacité du royaume à réaliser ce projet. Le site, identifié pour abriter le projet qui comprend un champ solaire fournissant en électricité les villages voisins, a été créé il y a environ 3 décennies. Mais face à la demande sans cesse croissante en électricité, l'Arabie Saoudite fait recours au pétrole et au gaz naturel pour dessaler les 3,4 millions de barils d'eau consommés par jour par la population. Selon les estimations de l'organisation King Abdullah City for Atomic, ce chiffre devrait atteindre 8,3 millions de barils par jour dans 10 ans. Une raison de plus pour accélérer l'installation de cette centrale. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. À demain. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation du journal. Rendez-vous donc demain, 19h45, pour le compte de ce soir. Le grand rendez-vous continue et cette fois-ci avec la suite du plateau Nature et Bien-être. Monsieur Achecho nous présentait 2 types d'appareillage, l'orthèse et la prothèse. Heureuse d'annoncer. Bien sûr, Assioum Gaba, tout à fait, l'orthèse et la prothèse. Et il nous disait déjà dans quelles conditions mettre l'orthèse, ou pourquoi mettre l'orthèse et pour quelles raisons mettre la prothèse. Est-ce qu'on peut poursuivre? Oui, merci, monsieur le journaliste. Oui. Puis, comme je le disais, les prothèses, c'est pour remplacer un segment ou un membre absent. Absent, voilà. Là, ça remplace la partie qui est absente. Mais la prothèse,
c'est soit pour corriger... L'orthèse, là. L'orthèse. Voilà. L'orthèse, c'est soit pour corriger une déformation ou bien pour soutenir un membre qui est dans la fonction un peu diminuée, donc pour compenser. Le déficit. Au niveau de ce membre-là, on utilise une orthèse. Chez les enfants, c'est là où on parle beaucoup plus de correction. Okay. Mais chez les adultes, c'est beaucoup plus pour soutenir. Et il peut y avoir les orthèses des membres supérieurs, des membres inférieurs, ou bien pour le tronc. C'est des problèmes de colonne vertébrale et autres. Donc voilà un peu la différence entre les deux types d'appareils. Il y a aussi un autre type, qui n'est pas généralisé au Bénin, il faut le dire, mais au centre CEMOR, dont je suis le directeur, qui existe aujourd'hui. Vous voyez, il s'agit là, on les appelle des chaussures et semelles orthopédiques. Ah, d'accord. Est-ce que vous voyez? J'en entends parler, mais je n'en ai jamais vu. Voilà, est-ce que c'est ce que... On en a vu. Oui, voilà, ce sont là la série de chaussures orthopédiques que nous sommes en train de fabriquer. La personne a une inégalité de membres, et il a aussi les membres, les pieds déformés. Donc la podologie, c'est pour s'occuper uniquement des déformations du pied. Ok. Ça peut être les orthoplasties, pour ceux qui ont des déformations au niveau des orteils, ou bien des semelles orthopédiques. Pour ceux qui ont un problème au niveau de la plante des pieds, peut-être qu'il y a des douleurs quelque part. Donc, tout ça, c'est la podologie qui s'en charge. Voilà, pour corriger tout cela. Est-ce que là, c'est une chaussure orthopédique que vous avez voilà, on a parlé de chaussure orthopédique, là. Voilà, ça, c'est une prothèse. Ça, vous avez vu les différents types de pieds. Voilà. Parce que pour les prothèses, je le dis, comme je vous le disais, il y en a plusieurs types de prothèses. Alors, pour ce cas, Sidiki, exactement, c'est que la personne, on lui a amputé un pied. Oui, là, c'est une prothèse sophistiquée à ce niveau-là. Donc, la dame l'a eu avec... Parce qu'on a eu du fer également. Oui, donc il va voir le système qu'il a utilisé. C'est un système spécial qui ne se fait pas par tous les techniciens. Est-ce que vous voyez? Et ça fait partie des particularités du centre CEMOR. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une prothèse spécifique, très sophistiquée. Et la dame l'a eu avec l'aide du centre d'épistage de traitement de biologie de Pobet. Ok. Ceux qui l'ont aidé à obtenir la place, c'est une qui coûte vraiment cher. Alors, quand on parle, je voulais vous poser la question, quand on parle de chaussures très sophistiquées, c'est que le prix aussi doit être sophistiqué. Oui, le prix est aussi sophistiqué. C'est là. Nous faisons en sorte, par exemple, au niveau du centre, par exemple, nous faisons en sorte que le prix soit le plus réduit possible. Par exemple, lorsque vous prenez une prothèse modulaire, on l'appelle comme ça, le coût c'est à tout autour de 600 000. Mais au centre CEMOR, avec 350, vous avez déjà ces types de prothèses. D'accord, mais ce qui nous réjouit, on a eu également cela à travers le reportage, c'est que ces prothèses sont fabriquées dans notre pays, ce n'est plus importé. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a des pièces qui sont importées, mais lorsqu'on en vient à la technique même, est-ce que c'est des prothèses de qualité, des prothèses réussies? Je vous garantis parce qu'on a eu des patients handicapés à qui il y a eu des prothèses qui ont été fabriquées, mais qui ont des problèmes. Au lieu qu'ils soient autonomes, malheureusement, ils sont encore plus handicapés. Voilà, c'est là la spécificité du centre CEMOR. Bon, on ne va pas trop parler du centre CEMOR parce que là, vous serez facturé. Excusez-moi, madame la journaliste. Vous voyez, pour une prothèse, pour tout appareil orthopédique, il y a 3 éléments qui sont fondamentaux. Il y a la fonctionnalité, est-ce que vous voyez? Il y a le confort et puis l'esthétique. Lorsque l'un de ces 3 facteurs manque, il y a problème. La prothèse peut être fonctionnelle, mais lorsque le patient n'a pas un confort donné, le patient ne peut pas porter. Ou bien la prothèse est fonctionnelle, le confort y est, mais l'esthétique n'y est pas. Donc le patient n'a pas le goût, n'a pas envie de porter sa prothèse. D'accord. Il y a aussi les problèmes psychologiques. Donc il faut prendre en compte tout cela. C'est pourquoi on appareille un patient et non un moyen. Ce n'est pas le membre qu'on veut appareiller, mais on appareille la personne tout entière. Tout entière. Donc lorsque ces éléments sont réunis, il n'y a pas de raison pour que la personne n'utilise pas sa prothèse. Et là, l'intégration socio-professionnelle est réelle. Et c'est ça l'objectif que nous visons avec les appareils orthopédiques. Voilà. Mais au niveau de ces prothèses-là, est-ce que tous les enfants, ou c'est à tout le monde, on peut proposer une prothèse? Même les enfants peuvent en bénéficier?
Oui, même les enfants. Il y a les enfants qui naissent avec des agénésies, avec une partie de membres absents. Oui. Vous voyez, donc, avec les enfants qui ont déjà l'âge de marcher, il faut qu'ils commencent à s'habituer à l'utilisation de la prothèse. D'accord, dès qu'ils commencent pas à marcher. Il faut leur adapter. Parce qu'ils ont l'âge de marcher, il faut commencer par les appareils. Les verres, ça fait beaucoup dépenser l'appareil chez les enfants parce qu'il faut régler à tout moment en tenant compte de leur Donc, ce n'est pas des appareils déjà au niveau de l'adulte qu'on peut... lorsqu'on a un appareil, c'est à vie. Voilà. Bon, ce n'est pas à vie. Parfois, il faut des retouches ou bien il faut renouveler. Est-ce que vous voyez? Donc, mais chez les enfants, le changement est beaucoup plus rapide. Vu que l'enfant grandit, la croissance des enfants, voilà. D'accord. Ben là, quelles sont les limites de la fabrication? Quelles sont les limites que vous rencontrez, vous, les orthoprothésistes aujourd'hui? Bon, il faut dire aujourd'hui... Très rapidement. Oui, la seule limite aujourd'hui, je dirais que c'est les moyens. Parce que la compétence y est. Donc, on n'est pas obligé de référer un Béninois pour le faire apparaître à l'extérieur. La compétence existe au Bénin. Mais c'est les moyens qui manquent. Donc, il faut que le gouvernement accompagne ces centres d'appareillage orthopédique pour pouvoir réduire le coût des appareils orthopédiques. Donc, voilà pour une réelle autonomisation des personnes vivant avec un handicap. Merci beaucoup. Merci Rose Danodé, merci également à vous, Monsieur Achecho. À très bientôt. On comprend tout simplement donc qu'avec ces appareillages, les enfants handicapés peuvent donc jouer. Comme ils peuvent jouer tout simplement. Et je voudrais d'ailleurs marquer ma transition vers donc le plateau de Horizon Culture pour vous dire que nous allons parler bien évidemment des jeux d'enfants du Bénin. Le Buntu, vous connaissez Rose Danodé? Oui. Vous connaissez le jeu de chou? Bien sûr. Coco, Manda, Simpolé. Et allez, on en parle, on ouvre le plateau de Horizon Culture ainsi sur le grand rendez-vous. Voilà, donc on se retrouve sur le grand rendez-vous pour parler au niveau, bien sûr, de la rubrique Horizon Culture des jeux d'enfants du Bénin. Oui, les jeux d'enfants du Bénin, les jeux d'enfance, hein, et quand on était tout petit, on jouait au Ubuntu, on jouait bien évidemment aux jeux de chou et tout le reste. Alors aujourd'hui, il y a des initiatives pour ramener, pour valoriser donc ces jeux d'enfance du Bénin. On va suivre cette vidéo, hein, juste pour illustrer le sujet, vous montrer en réalité comment est-ce que ça se passe au Bénin. Regardez. Amen. Jerry.
Bon, Nemi Kalindo a roulé d'amitié. Il y a un problème si il a roulé. Alors, ça rappelle vraiment l'enfance, tout simplement. C'est votre initiative, hein, Christelle Baguidi, bonsoir. Bonsoir. Une initiative des arts vagabonds, c'est comme ça. Tout à fait. Il y a très longtemps que cette association travaille pour la valorisation de la culture béninoise. Quand on parle d'art vagabond, j'en sais un peu quelque chose aussi. C'est vrai depuis la radio jusqu'ici. Mais depuis, on vous connaît aussi en tant qu'acteur de théâtre, metteur en scène également. Vous êtes béninois, vivant en Allemagne, Europe, et surtout, à travers donc, les arts vagabonds, vous valorisez la culture béninoise de l'autre côté aussi. Vous êtes initiateur également de Sekuba, la semaine culturelle du Bénin en Allemagne et en Europe. Vous faites le tour de l'Europe. Beaucoup d'initiatives. Maintenant, aujourd'hui, il s'agit des Jeux d'enfance du Bénin que vous valorisez. Alors, ils sont combien au total, ces jeux-là, aujourd'hui? Si on doit faire, je dis, un recensement de ces jeux. Tout à fait. C'est à cela que nous nous attelons actuellement, à recenser d'abord tous ces jeux qui existent. Oui. Avant de rentrer dans les détails, je tiens à vous dire merci. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez. Et bien entendu, oui, le livret existe. Le rêve nourri il y a 3 ans, où nous sommes allés dans le quartier de Dagbeklounon, questionner le territoire et comprendre un peu si nos parents, les professeurs, les enfants, les vendeuses d'Akassa ou d'Anana, d'essence dans les rues pourraient nous raconter un peu leur enfance. Et autour des jeux, c'était difficile pour certains, c'était joyeux pour d'autres. Et en fin de compte, on a compris que cette minute de parler de son enfance, des jeux, là, il s'est retrouvé dans un autre état. C'est qui était notre objectif, de les amener à repenser un peu leur état actuel et de se remémorer de leur passé et de se dire quand même, le jeu, ce n'est pas fait pour n'importe qui. Il faut jouer pour pouvoir être aujourd'hui. Donc, dans le quartier de Dagbeklounon, nous avons recensé en son temps 21 jeux. 21 d'enfance. Je me rappelle de Agbanhwe. Agbanhwe, nous avons eu Kousa Laja, nous avons eu Kokokoro Madazipode, nous avons eu Futukenke, nous avons eu plein de jeux, mais il fallait à la fin que nous réalisions ce qu'on appelle la performance du jeu. Moi, vous l'avez bien rappelé, je suis comédien, metteur en scène, ça c'est vrai, mais le jeu, quand on parle du jeu, on dit théâtre. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler autour des réalités qui nous sont propres. On ne veut plus, je ne dirais pas que Molière, Shakespeare, tout ça sont morts, mais je dirais simplement qu'il faille que le théâtre aujourd'hui du Bénin puisse se retrouver dans ces réalités. Et les vraies réalités dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, après le quartier pêcheur de Togbendakhoui de Akmandi, où nous avons créé un spectacle sur l'autre côté avec le projet Rêvement de quartier, nous nous sommes dit, mais pensons simplement si le Ubuntu devait être joué dans une arène où les gens sont assis comme au stade de l'amitié, on veut voir le football. Quel effet ferait sur le public et sur nous, acteurs, organisant cela? On aura des équipes comme quand on était tout petit, on avait une équipe et l'autre, et puis on jouait le Ubuntu. Et donc, il y aura des spectateurs pour regarder le Ubuntu. Vous avez vu tout à l'heure tout ce beau monde qui était autour du jeu. Hein, ils n'étaient pas venus parce qu'au départ, quand on balayait pour s'installer, ils ont demandé, mais c'est quel anniversaire aujourd'hui? Ou bien, est-ce que c'est un parti politique qui arrive? Mais on s'est dit, non, c'est du jeu, c'est du Ubuntu. Ils ont rigolé, ils ont dit, vous là, vous n'êtes pas sérieux. On a dit, oui, nous sommes des vagabonds, mais on est sérieux. Attendez, vous allez voir. Donc, quand on a installé, et avec l'aide de la compagnie Achakata qui fait un travail énorme que nous saluons, quand ils ont installé les tambours, vous savez, danser, c'est du jeu.
Les pas de danse que nous faisons, ce n'est pas de simples pas de danse, parce que nous sommes ancrés dans une culture qui est forte et dense, la culture vaudou. Oui. Mais lorsque ces pas de danse sortent du couvent et viennent sur une scène, ça devient du jeu. Et le jeu, quand le groupe a commencé par bouger, les éminents ne pouvaient plus travailler, tout le monde c'était stop, on regarde. Et lorsque les enfants ont pris la parole autour du jeu et ont commencé par faire le buntu, le chou ou l'arc-en-ciel, c'est-à-dire le jeu de miroir où tu regardes le miroir dans le ciel et tu marches dans les cases. L'objectif, c'est de ne pas piétiner la ligne. Donc, ils se sont dit, mais ça, c'est magnifique. Ouais. Alors, quel est son but? Nous, on a dit le but, c'est que nous puissions sauvegarder tout ce qui est jeu traditionnel de chez nous, arriver à développer une pédagogie donnée autour du jeu. C'est pourquoi nous avons fait les livrets. C'était lui-même en train de... au pneu. Oui, il fallait aller au pneu. Parce que les gens ont pensé que nous sommes là, parce que quand on sait que tu viens d'Europe, tu n'es plus d'ici. C'est ça qu'on nous appelle, on dit la diaspora. Mais nous jouons toutes les minutes. Le jeu, pour nous, est capital. L'enfant qui joue aujourd'hui... Comme l'a dit le professeur Mustapha de l'INFRE d'alors, l'enfant qui joue n'est pas bête. Ce n'est pas l'idiot du quartier. L'enfant qui joue développe des aptitudes et des stratégies. D'habitude, vous voyez un enfant en train de s'amuser, de jouer, on dit allez, va prendre ton cahier. Oui, c'était ce que nous on a vécu tout le temps. Oui. Mais lorsqu'on feintait papa pour aller jouer, quand on était au collège de l'Avenir en son temps, est-ce qu'on est devenu des bêtes aujourd'hui? Non, parce que moi, je me rappelle bien quand on faisait le buntu ou le jeu de cache-cache surtout, tout le monde ça a joué à Banquila. Oui. On a développé des stratégies marketing aujourd'hui pour vendre nos produits. Quand on crée un spectacle, sur quel marché on veut l'amener? Aujourd'hui, nous sommes au plan international actifs pour notre pays. Mais est-ce que c'est parce qu'on était de grands mathématiciens que nous sommes devenus ce que nous sommes? Non, c'est parce qu'on a appris à être des bandits de la rue, mais des bandits intelligents. Mais alors, parlons précisément de ce projet. J'ai lu dans un des exemplaires de votre livret que ces jeux-là peuvent agir positivement sur l'intellect de l'enfant. Quand on prend par exemple le jeu de chou, qu'est-ce que ça apporte à l'enfant de façon précise? Bon, d'abord, le jeu de chou, comme nous l'avons spécifié dans notre livret, vous le savez, c'est d'abord la valeur ajoutée au plan socio-éducatif du jeu. Parce que nos parents n'avaient pas ce volet-là. C'est pourquoi on nous interdisait le jeu. Donc nous autres, notre apport aujourd'hui en tant qu'artistes, c'est de montrer le volet éducatif que le jeu comporte. Quand on prend le chou, par exemple, ici, nous avons défini que ce jeu apporte l'adresse, accentue la concentration de l'enfant sur le jeu. L'enfant qui joue là définit des stratégies pour pouvoir acheter la maison. Oui. Maintenant, il achète la maison, il construit sa maison, il bloque l'autre de rentrer dans sa case. Maintenant, de façon socio-éducative, l'enfant développe des aptitudes physiques et recherche l'équilibre. Parce que lorsqu'il se met sur un pied pour aller dans l'autre, il développe des aptitudes. Et il travaille l'équilibre de son corps et même de l'espace. Il se positionne par rapport à l'espace dans lequel il joue. Donc le jeu, je pense, nos parents d'aujourd'hui devraient repenser le mécanisme. Vous voyez aujourd'hui les désagréments des télénovelas. Je ne suis pas contre ceux-là qui font la promotion de cela ici. Mais aujourd'hui, tous les enfants sont scotchés au smartphone. C'est dangereux. Dans 10 ans, 15 ans, eux tous, ils auront des problèmes d'yeux. Or, quand on joue naturellement dans la nature, on n'a pas de problème d'yeux. Au contraire, on est en forme. Vous pensez qu'il faut donc créer des espaces pour accueillir ces jeux-là dans nos quartiers? C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette proposition à nos gouvernants, à nos mairies, à nos chefs de quartier, de définir des espaces de jeu. Nous avons eu dans nos recherches quelque part à Porte-Novo où ils ont pris des millions, des centaines de millions pour construire un parc de jeux, mais personne ne rentre dedans, il n'y a que les herbes. C'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas défini, ils n'ont pas réfléchi sur est-ce que cette population de Porte-Novo a besoin réellement de ce parc. Les enfants jouent dans la rue à côté du parc. Nous les avons filmés, photographiés. Et à côté du parc, mais pas dans le parc. Pourquoi? Parce que dans le parc, il y a des jeux qui ne correspondent pas à leur réalité. L'enfant qui veut jouer le jeu de miroir ou le course en sac, est-ce qu'il y a l'espace idéal pour lui dans la ville? Non. C'est pourquoi nous, en créant le cadre devant Dagwe Clounon, grâce à l'accord de l'ancien maire du quartier de Funfun,
M. Menou, tout le monde s'est réuni autour. Lorsqu'on installe nos gradins, les gens pourraient s'asseoir et voir le jeu, et même applaudir, et même participer. C'est ça qui nous a permis aussi de prendre les pneus et de dire quand même allons au jeu. On ne va pas s'asseoir et regarder tout le monde. Jouons un peu. Voilà. Et j'étais heureux de savoir que nous, les artistes, nous sommes tous les jours au jeu. Et nous voulons partager ce sentiment que nous avons quand nous jouons avec la population. Vous voyez, il y a trop de tensions ces temps-ci. Et les artistes que nous constituons devaient apporter la paix. Et en jouant, c'est pour célébrer la tolérance. Vous voyez, le petit livret que nous avons fait, ces deux formats que nous avons inventés. Le premier format, c'est pour tout le monde, les bibliothèques, tout le monde. Voilà. Mais ce petit format a une autre pédagogie que nous allons développer d'ici quelques mois derrière. C'est pour permettre, on a un programme que nous dénommons les midi 30 du jeu. Tous les cadres de nos ministères, des institutions, des entreprises devaient se l'approprier et rentrer pendant de midi 30 à 13h entre eux. J'imagine que vous avez commencé tout à l'heure ici, c'était beau. Alors, tout à l'heure, à 12h30, vous devez continuer parce que vous allez prendre le livret, lire les règles du jeu et trouver l'espace qu'il faut au niveau de votre institution ici et jouer entre vous. Qu'est-ce que nous voulons à travers cela? La bonne ambiance au travail pour que le travail puisse mieux avancer et que les gens sachent que jouer, c'est aussi gagner le pari du développement. Vraiment, merci beaucoup à vous. La télé, c'est une question de temps aussi. Merci à vous, Christelle Baguidi, d'être venue sur ce plateau nous présenter vraiment ce projet. Disponibilité des livrets en 3 secondes. Oui, les livrets sont disponibles un peu partout. Pour l'instant, nous allons bientôt les livrer aux librairies, mais on peut nous joindre au 66 82 11 31. Nous les mettons en vente parce que nous voulons continuer la recherche dans les 12 départements du Bénin. Si c'est en vente, les téléspectateurs vous appellent après et là, vous allez en parler en ligne. Mais il faudrait, pour finir, dire merci et dire aux autres populations des 12 départements du Bénin de s'apprêter parce qu'eux tous doivent faire sortir les jeux qu'ils ont. On veut les documenter. Merci beaucoup à vous. Il faut donc les documenter pour une valorisation durable, bien sûr, de cette richesse. C'est une richesse, c'est un patrimoine. Il le faut en réalité. Quand on parle aujourd'hui de tourisme et tout ça, les touristes pourront venir voir tout ça là aujourd'hui. Donc, c'est de la matière première en tout cas pour ce pan de développement du Bénin. Merci beaucoup à chacun et à tous. On se dit à très bientôt. Mais avant de partir, nous allons vous inviter tout simplement à suivre, bien sûr, l'actu web, l'actualité sur la toile. Amis du web, bonjour. Gestion déléguée du port autonome de Cotonou, le Belge Christian Debloc est désormais le nouveau directeur général. Sa nomination fait suite à la signature avec les autorités béninoises d'un accord de partenariat de gestion déléguée du port autonome de Cotonou par le port d'Anvers International de la Belgique. Amoussou Peto Huguette, l'SDG, est nommée directrice adjointe des ports au ministère des Transports. Tweet islamophobe quelques heures après l'attaque des bureaux de YouTube à San Bruno en Californie, loin du Bénin, mardi 3 avril. Plusieurs internautes ont associé l'attaque à l'islam radical. Cet internaute de 24 ans se réclame journaliste d'investigation et avec 138 000 abonnés a notamment tweeté une capture d'écran d'une vidéo postée sur son compte Instagram affirmant que la terroriste iranienne fait le signe de l'organisation djihadiste État islamique. Laura Loomer est en fait une activiste proche de l'extrême droite américaine et elle n'a pas traduit l'intégralité du texte. Par ailleurs, des indices sur le compte Telegram, seul réseau social non supprimé mercredi, permettent d'en savoir plus sur Nassim Agdam. Celle-ci semblait très intéressée par le bahaïsme, une religion monothéiste proclamant l'unité spirituelle de l'humanité et fondée à Téhéran au XIXe siècle. Une des dernières photos de Agdam publiée sur sa chaîne Telegram la montre les bras nus. Étrange pour une fille censée être partisane du voile islamique. Un autre internaute se présentant comme membre du Washington Reporter poste une photo de Nassim Agdam portant un treillis militaire. Et il ajoute dans la légende, Nassim Agdam se vante d'avoir servi dans l'armée iranienne sur Instagram.
Par ailleurs, ce même internaute n'a pas hésité à entretenir la confusion sur les origines de la jeune femme, expliquant qu'elle était une femme arabe, alors que l'Iran n'est pas un pays arabe, plutôt un pays héritier de la civilisation persane. Des internautes n'ont pas hésité à accuser le site américain Mashable d'avoir altéré la couleur de la peau de Nassim Agdam et de retoucher ses yeux en bleu afin de la faire ressembler à une blanche. Mais là encore, il ne s'agissait que de photos retouchées par la jeune femme elle-même et postées sur son compte. À lire sur France 24, Cambridge Analytica, le scandale qui fait trembler l'empire Facebook. Ce scandale autour de la diffusion de données personnelles d'usagers de Facebook prend une nouvelle ampleur. Encore mercredi, le groupe a détaillé ses mesures destinées à rendre plus clairs et transparents les paramètres de confidentialité, puis, dans un autre test, expliquer ce qu'il comptait faire pour limiter la diffusion de données personnelles vers des tiestes. Mardi, Mark Zuckerberg avait également annoncé la suppression de 270 pages et comptes Facebook et Instagram gérés par la société russe IRA, qui se trouvait déjà, selon le renseignement américain, derrière l'opération de désinformation lancée pour déstabiliser la campagne présidentielle américaine de 2016. Ainsi se referme la revue de l'actualité en ligne. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à Armel pour la présentation donc, de l'Actu Web. On va se retrouver donc demain pour d'autres actualités. Mais avant de partir définitivement de ce plateau, je vous invite à suivre une fois encore la météo de demain matin pour faire vos programmes. Allez, merci à tous et merci beaucoup d'avoir été donc présents à ce grand rendez-vous demain 19h. Un autre grand rendez-vous pour vous, chers téléspectateurs, avec grand plaisir. Bonne soirée sur BB24. Ciao.